Bien, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs donc pour m'inviter, à participer à ce symposium, dans cette magnifique ville qui est Marrakech. Donc merci beaucoup et j'espère réellement que nous pourrons développer des collaborations dans le futur. Donc paysage génétique des insuffisances ovariennes primitives, oui, mais pourquoi? Pour une application, pour une médecine personnalisée. Donc, je vais vous parler des insuffisances ovariennes primitives ou IOP. Vous connaissez la définition, c'est un arrêt des fonctions ovariennes. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est que ceci, quelle que soit la réserve ovarienne. La réserve ovarienne, comme on verra, elle peut être élevée ou basse. L'incidence de cette affection était considérée de 1%, mais une méta-analyse plus récente à l'échelle mondiale a montré qu'en fait, ça peut aller jusque presque 4%. C'est un problème de santé publique. Donc, les causes des IOP, vous les connaissez. Elles sont relativement nombreuses, mais on parlait, quand on ne savait pas, quand on ne connaissait pas la cause, on parlait de causes dites idiopathiques. Et en fait, ces causes idiopathiques, de plus en plus, elles vont devenir des causes génétiques. On sait qu'il y a des causes génétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des agrégations familiales, c'est-à-dire qu'il y a parfois deux cas dans une même famille. Il y a les causes chromosomiques que vous connaissez et c'est les causes géniques dont je vais vous parler et vous les connaissez puisqu'en fait, vous étudiez tous dans ce cas le gène FMR1 responsable du syndrome de l'X fragile, mais vous n'étudiez que celui-là. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a eu des progrès majeurs qu'on appelle le séquençage nouvelle génération. Et ça, malheureusement, ça n'a pas été obligatoirement bien enseigné. Et donc, il y a actuellement de très nombreuses causes et vous allez voir l'intérêt que ça a, surtout pour les patients. Mais avant cela, je voudrais vous parler des complications associées à l'IOP. Donc, bien sûr, c'est l'infertilité, hein, ça, c'est sûr. Mais d'une façon très curieuse, des études épidémiologiques anciennes avaient montré que les femmes infertiles et les femmes qui ont des IOP ont une longévité qui est diminuée et elles ont en plus de cancer. Quel est le lien entre infertilité, longévité et cancer? Je vous montre deux études. La première, donc vous le voyez, ça a été effectué aux Pays-Bas, hein, donc sur plus de 12 000 femmes ménopausées. Et on s'aperçoit que quand la ménopause est après 55 ans, eh bien l'espérance de vie, elle a 2 ans plus importante que quand il s'agit d'IOP. Une autre étude ici qui a été faite plus récemment sur plus de 70 000 femmes infertiles aux États-Unis montre que les femmes infertiles ont un risque relatif de décès augmenté de 32%, toutes causes confondues. Pourquoi? On peut dire que l'ovaire est le miroir de la longévité. En fait, il y a un lien entre le vieillissement reproductif, c'est-à-dire l'âge de la ménopause, et le vieillissement général de l'organisme, c'est-à-dire la longévité, parce que, comme on va le voir, la famille principale responsable d'insuffisance ovarienne primitive, et c'est vrai aussi pour les azoospermies non obstructifs chez l'homme, c'est la famille des gènes de réparation de l'ADN. Or, cette famille, elle est évidemment impliquée aussi dans la longévité. Donc, les mécanismes de l'IOP, eh bien, c'est un petit schéma pour vous rappeler tout d'abord que, évidemment, vous avez des ovogonies qui vont proliférer par mitose. Ensuite, il y a la méiose qui est essentielle et avec l'assemblage folliculaire, ça va permettre d'obtenir une réserve ovarienne. Comme on l'a dit, ce sont des follicules dormants. Et puis, il y a un mécanisme qui se met en place à la puberté, qui est l'activation du pool folliculaire dont on va reparler. Ensuite, il y a une activation et une maturation folliculaire jusqu'à l'ovulation. Et en fait, les défauts dans les IOP, ça peut intervenir à n'importe quelle de ces étapes. Donc, quels sont les gènes qui sont impliqués? Donc, dans cette diapositive, où vous ne voyez pas grand-chose, en dessous, ce sont les gènes de souris et en haut, les gènes humains. Vous voyez surtout qu'il y a plein de gènes partout et que ces gènes, ils interviennent à toutes les étapes. Il n'y a pas une étape qui est priorisée par rapport aux autres. Et en fait, ce qui était gênant, c'est qu'un gène intervient dans une, deux, trois familles, pas plus.
et que donc il y a une très très forte hétérogénéité génétique et au début on se disait que ce serait très difficile pour faire un diagnostic pour les patients. Mais en fait, si vous rassemblez tous les gènes ensemble, dans ce qu'on appelle un panel de séquençage nouvelle génération, on rassemble les 88 gènes, et bien effectivement, on arrive à faire un diagnostic de routine avec un fort rendement diagnostic, et c'est de ça dont je vais vous parler. Donc, on a étudié 375 IOP ici, principalement d'européennes, mais il y a également d'Afrique du Nord, de Finlande, etc. Vous voyez qu'elles sont principalement sporadiques, principalement aménorrhées secondaires et principalement non syndromiques. Elles avaient tout un karyotype normal, un gène éphémérin normal et pas de cause identifiée. Donc, vous avez ici les dosages hormonaux et je voudrais juste insister sur les taux d'AMH et de CFA qui peuvent être bien sûr effondrés, mais parfois également très élevés. Donc, quel est le rendement diagnostique de l'étude génétique? Donc là, vous avez la population de patientes. Eh bien, vous voyez qu'avec le panel NGS, on a près de 30% de positifs de diagnostic génétique ici pour des IOP pour lesquels on ne connaissait absolument pas la cause. Donc, ici, c'est quand même un fort rendement. Et en fait, quand ce panel était négatif, on a fait un séquençage d'exomes, c'est-à-dire qu'on a séquencé la partie codante des 20 000 gènes du génome, et ceci en particulier dans les familles consanguines, donc d'Afrique du Nord, de Turquie, etc. Et là, on avait une positivité un petit peu plus forte de 36,7%. Je vous rappelle que le gène que vous demandez tous pour l'étude des IOP n'a une positivité que de 3 à 5%. Donc, c'est quand même un progrès considérable pour le diagnostic des patients. Quelles sont les voies moléculaires? En fait, ces gènes, ils agissent dans certaines voies moléculaires et on peut donc distinguer ces différentes voies par rapport au petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, il y a effectivement la méiose réparation de l'ADN, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez que c'est la population majoritaire avec plus de 37% ici de patientes qui ont des mutations de ces gènes. Ensuite, il y a des gènes qui sont impliqués dans la croissance folliculaire. Et vous voyez que si on ajoute ces gènes qui sont impliqués dans la méiose, la croissance folliculaire et également le métabolisme et les voies mitochondriales, on a plus de 90% des causes des IOP. Donc, même s'il y a une très grande diversité, il y a 2 familles majeures qui sont impliquées. Alors, si on prend d'abord les gènes de méiose et de réparation de l'ADN, donc par définition, ils agissent dans la partie gauche du schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, s'ils agissent avant la réserve, eh bien évidemment, il n'y a pas de réserve ovarienne chez les patientes qui ont une anomalie de la méiose. Donc, il y a un très mauvais pronostic de fertilité. Donc, je vais vous montrer comment on a identifié une voie de réparation de l'ADN, la voie Fanconi, dans l'IOP isolé. Donc, ici, on avait une famille finlandaise consanguine avec 2 sœurs. Donc, vous voyez qu'il y en a une qui a une IOP isolée et l'autre, c'est plutôt une IOP débutante quand on voit les valeurs de FSH. Puis, c'est vraiment une IOP comme on en voit tous les jours, rien de particulier. Eh bien, quand on n'avait aucune cause chez cette patiente, on a fait un séquençage de l'exome complet et on tombe sur un gène FANCM qui fait partie d'une voie de réparation de l'ADN, la voie Fanconi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voie Fanconi? Vous avez peut-être entendu parler des enfants qui ont une anémie de Fanconi. C'est une maladie très grave de réparation de l'ADN. Ils ont une insuffisance médulaire avec une proportion élevée de leucémie et de cancer. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de réparer l'ADN et quand on met un agent toxique comme la mitomycine qui fait des ponts interbrins, ils sont incapables de réparer ces ponts. Donc, la polymérase, elle est bloquée, ça fait une catastrophe mitotique, effectivement. Et la polymérase aussi va être bloquée et la cellule rentre en apoptose. Et en fait, la signature cytogénétique de cette maladie, c'est des cassures de l'ADN, que vous voyez ici, ou alors des arrangements tout à fait anormaux ici, avec des images quadriradiales, triradiales. Et ça, c'est caractéristique d'une anémie de Fanconi.
Eh bien, si je prends nos patientes, on revient sur nos patientes de tout à l'heure, eh bien, elles avaient une délétion ici de la partie terminale du gène FANCM, et manque de chance, c'est la partie qui permet la liaison à l'ADN. Et donc, ces patientes qui n'avaient qu'une IOP isolée, quand on fait une cytogénétique en présence de cet agent toxique qui est la myctomycine, qu'est-ce qu'on voit? Elles ont des cassures ici chromosomiques et des réarrangements complexes comme vous voyez ici. Donc, ça veut dire que ces patientes, en fait, elles ont des anomalies qui ne sont pas détectées cliniquement, mais que seule la cytogénétique peut mettre en évidence. Donc, s'il y a une anomalie de réparation de l'ADN, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles ont finalement une susceptibilité à faire des tumeurs, puisqu'elles ne réparent plus ou mal leur ADN. Et effectivement, en parallèle de notre mise en évidence de cette mutation, eh bien, il y a plusieurs papiers qui sont sortis et qui ont montré que des mutations de FANCM sont responsables de cancer, cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer également de la tête et du cou. Ça veut dire qu'il y a un lien, finalement, entre gène de l'infertilité et gène de tumeur cancer. De la même façon, nous avons étudié une autre patiente qui se présentait de la même façon, ici, comme une IOP isolée. Il n'y avait pas de cancer familiaux. Cette fois-ci, c'était une famille consanguine turque. Et on a mis en évidence une mutation homozygote du gène BRCA2 que vous connaissez tous, qui est un gène majeur de cancer du sein et de l'ovaire au niveau du site de liaison à l'ADN. Et de la même façon, cette patiente qui se présente comme une IOP tout à fait habituelle, qui n'a pas d'autre anomalie, si on lui fait une étude cytogénétique en présence d'un agent toxique qui est la myctomycine, on s'aperçoit qu'elle a des métaphases aberrantes, qu'elle a des cassures chromosomiques ici, intermédiaire entre un contrôle ici en vert et un patient qui a une anémie de Fanconi. En fait, si vous voulez, le plus grand nombre de cassures de l'ADN, eh bien, il se fait pendant la méiose anténatale. Il y a au moins une cassure double bain par paire de chromosomes. Il va bien falloir ensuite réparer cet ADN. Ça se fait par recombinaison homologue. Et BRCA2, c'est un gène majeur de la recombinaison homologue qui permet cette réparation donc de l'ADN. Ici, on a voulu savoir si la recombinaison homologue était vraiment altérée pour notre mutant BRCA2 et on s'est aperçu qu'il lui restait 33% d'activité de recombinaison homologue. Et en fait, des études de consortium importants de patients ont montré que si la recombinaison homologue est supérieure à 50%, eh bien, ça n'a aucune incidence. Le patient est normal. Si la recombinaison homologue, si l'activité qui reste est inférieure à 30%, bien les gens ont des cancers ou des anémies de Fanconi. Et vous voyez en fait que l'activité, elle est intermédiaire ici entre les deux. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre finalement ce qui est arrivé à cette patiente? Eh bien, en fait, il y a une corrélation entre la gravité de la mutation BRCA2 et la gravité clinique. Si, en fait, vous avez une altération très importante de BRCA2, eh bien, ça sera des sujets qui vont faire des cancers précoces de l'ovaire ou du sein, ou bien, s'il y a les deux allèles sont atteints, une anémie de Fanconi. Si la mutation est moins grave, eh bien, ces cancers vont se révéler à un âge plus tardif. Mais là, notre patiente, elle a 33%, si vous voulez, persistant d'activité de BRCA2. Et en fait, cette activité, elle suffit pour des cassures et des réparations qui ne sont pas trop fréquentes, comme ça se produit en périphérie. Parce que finalement, en périphérie, au niveau du sein, de l'ovaire, on n'a pas des cassures qui se produisent tout le temps. Par contre, il y a un moment où il y a des milliers de cassures d'ADN qui se produisent en même temps, c'est la méiose. Eh bien, ces 33% d'activité sont insuffisants pour réparer ces milliers de cassures chromosomiques qui se produisent dans l'ovaire en même temps. Et c'est pour ça qu'il y aura donc une insuffisance ovarienne et une perte du capital folliculaire. Donc, nous avons identifié un certain nombre de gènes dans ces nouvelles familles d'IOP et 4 de ces nouveaux gènes ici que vous voyez ici sont des nouveaux gènes de méiose réparation de l'ADN qui n'ont jamais été décrits.
Et c'est pareil, à chaque fois qu'on a une IOP et qu'on a une mutation de gène de réparation de l'ADN, si on fait une étude cytogénétique chez ces patientes qui ont juste un tableau d'IOP typique, eh bien, vous voyez qu'on retrouve ces cassures ici de l'ADN et ces réarrangements complets. Et vous voyez que, par exemple, la patiente qui a une mutation HROB, elle a pratiquement autant ici de métaphase aberrante qu'un patient qui a une anomie de Fanconi. Ça veut dire que ces patientes, si on les met en présence d'un toxique, eh bien, elles seront incapables de réparer cet ADN. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant au niveau de la prise en charge de nos patients? Eh bien, quand vous avez une IOP et que le généticien vous répond mutation de gène de méiose ou de réparation de l'ADN, et nous avions 41 patientes comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que de toute façon, il y aura un mauvais pronostic de fertilité, puisque la méiose ne s'est pas faite. Et si la patiente veut un enfant, on va l'orienter directement vers le don d'ovocytes ou l'adoption. Par contre, même si elle n'a aucune tumeur, aucun cancer, on sait que c'est une patiente qui sera particulièrement sensible à des toxiques. Et il va falloir tout au long de sa vie prévenir ces comorbidités, éviter des irradiations répétées, éviter l'exposition à des toxiques. Et donc, il faudra un suivi à long terme dans une équipe multidisciplinaire. Et donc, vous comprenez mieux les études épidémiologiques que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce sont ces patientes-là qui étaient responsables de la diminution de longévité qu'on observe dans les IOP, parce qu'elles ont donc ces anomalies de réparation de l'ADN. Ça veut dire que c'est une priorité médicale de les identifier. Et quand vous avez une patiente qui vient avec une insuffisance ovarienne dans votre cabinet, elle a juste un arrêt des règles, une élévation de la FSH, eh bien, vous ne savez pas si elle a une anomalie d'un gène de réparation de l'ADN. Et donc, c'est très important de demander un diagnostic génétique parce que si vous trouvez ce type d'anomalie, eh bien, c'est une patiente qu'il faudra surveiller tout au long de sa vie. Alors maintenant, si on prend l'inverse, c'est-à-dire des patientes qui ont des mutations de gènes qui sont appliqués à droite du tableau, ici, donc dans la croissance folliculaire. Bon, si c'est des mutations de la croissance folliculaire, c'est donc qu'il y avait des follicules, on est d'accord. Donc, il y a une réserve ovarienne. Mais si on attend trop, eh bien, on observera une atrésie folliculaire rapide. C'est-à-dire qu'il faut faire un diagnostic très rapidement et faire une préservation urgente de la fertilité parce que ces femmes, elles ont une réserve. Et comme on vous l'a montré tout à l'heure, il y a des thérapies innovantes dans le futur qui se développent pour ces patients. Je vous demande par exemple ici une patiente qui avait une mutation du récepteur de la FSH. Donc voilà, elle a une aménorrhée primaire, des petits ovaires, pas de follicules. Donc c'est un cas comme on en voit beaucoup. On trouve une mutation du récepteur de la FSH. Et comme vous voyez, ici on a fait une biopsie ovarienne. Eh bien on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de follicules chez cette patiente, mais il y a un blocage après le stade primaire. Et si on analyse la densité folliculaire ici, donc je vous montre une patiente, la patiente et un contrôle. Et si je vous demande où est la patiente et où est le contrôle, eh bien, en général, tout le monde dit la patiente est en bas et le contrôle est en haut. Eh bien, pas du tout. La patiente, elle est en haut et le contrôle du même âge est en bas. Pourquoi? Elle a 38 fois d'augmentation de densité folliculaire par rapport à une femme normale du même âge, parce que cette patiente, sa FSH ne fonctionne pas, donc elle est incapable de recruter des follicules à chaque cycle, et donc les follicules, ils restent dans les ovaires, sauf si on attend trop, à ce moment-là, il y aura effectivement une atrésie folliculaire. Donc, s'il y a une résistance complète à la FSH, on aura une infertilité avec une augmentation paradoxale de la réserve ovarienne, et ça veut dire qu'il faudra faire une préservation très rapide de la fertilité au vu des thérapies innovantes qui se développent. Donc, comment est-ce qu'on va prendre en charge ces patientes qui ont une possibilité de réserve ovarienne, c'est-à-dire si le généticien répond, voilà, il y a une mutation de tel gène
Et ce gène, vous le savez, ou on vous le dit, qu'il est impliqué dans la croissance folliculaire, ou alors dans le métabolisme, l'immunité ou l'autophagie, puisque d'autres patientes ont montré que des mutations de tous ces gènes-là laissaient persister la réserve ovarienne, et on avait 66 patientes comme ça. Bien, dans ce cas-là, on peut prédire qu'il y aura une réserve ovarienne persistante, et la génétique montre que plus de 60% des patientes en IOP ont une réserve ovarienne. Donc c'est une urgence diagnostique. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une atrésie folliculaire qui va se développer rapidement, et il faut éviter que ces réserves se dégradent. C'est un bon pronostic de fertilité, donc il faut faire cette préservation rapide de la fertilité en vue de thérapies comme par exemple l'activation folliculaire in vitro. Donc là encore, vous avez une IOP qui a une réserve ovarienne, eh bien c'est encore une urgence diagnostique. Et vous voyez comment l'identification de la cause génétique conduit à une médecine personnalisée. Alors comment se fait cette sortie finalement du stade de follicule dormant pour rentrer dans le follicule de croissance ? Eh bien, ce sont des études récentes qui ont montré que c'est la voie hypo-AKT qui est impliquée ici dans cette activation du pôle folliculaire. Donc, quand vous voyez dans votre cabinet une patiente qui vient avec une IOP, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que finalement cette femme, elle a des ovocytes dans ses ovaires ? Mais c'est l'équivalent de ce qui est fait chez l'homme. On se demande bien chez un patient qui a une oospermie non obstructive s'il lui reste des gamètes dans le testicule. Eh bien là, c'est la même question qu'on se pose. Est-ce qu'elle a des ovocytes dans ses ovaires ? Et si oui, c'est une information majeure à lui donner. Il ne faut surtout pas lui dire qu'elle est ménopausée. Elle ne l'est pas du tout. Et effectivement, dans un futur proche, il y aura des thérapies nouvelles qui pourront être développées. Donc, effectivement, l'équipe d'un Japonais qui s'appelle Kawamura... S'il vous plaît, si vous pouvez conclure, parce qu'on est contraint de libérer la salle à 17h30. D'accord. Merci. Donc, on vous a parlé, par exemple, de cette technique d'activation de follicules dormants. Il y a d'autres techniques qui sont en développement. Il y a des succès variables jusqu'à 20% qui ont été obtenus, ce qui est quand même énorme dans une IOP où on croyait qu'elle était infertile. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut absolument identifier des nouvelles cibles thérapeutiques. J'insiste sur le fait que la PMA, actuellement, elle est basée uniquement sur la stimulation hormonale. On peut mettre plus ou moins de FSH, d'accord ? Mais c'est la stimulation hormonale. Et il y a des patientes, à l'évidence, 40% des patientes qui ne répondent pas à la stimulation hormonale. Donc, il faut identifier des nouvelles cibles. Et qui va nous permettre d'identifier les nouvelles cibles ? Ce sont les patients, ce sont les patientes qui ont la clé parce qu'on trouve qu'il y a un gène qui ne marche plus et elle est en IOP. Donc, c'est un gène qui a une fonction essentielle dans la fertilité chez la femme. Et donc, il y a la voie AKT-hypo. Et nous avions identifié des nouveaux gènes que vous voyez ici qui sont impliqués dans la réponse immunitaire, dans la voie mitochondriale, dans la maturation des peptides. Donc, vous voyez qu'il y a bien d'autres voies qui sont importantes ici pour permettre la fertilité chez la femme. Et c'est en agissant sur ces voies-là qu'on pourra permettre de développer la PMA du futur. Donc, conclusion, tout IOP sans cause identifiée doit avoir un bilan génétique. Et si on fait la somme des 30% de causes génétiques identifiées avec le panel NGS et 5%, disons à 3 à 5% de FMR1, une patiente sur 3 aura un diagnostic. Et qu'il y a un rôle majeur des gènes de réparation de l'ADN, dont des gènes de susceptibilité à des cancers. C'est la famille principale qui est impliquée dans les IOP. Donc, c'est une famille qu'il faut identifier rapidement. C'est une priorité médicale parce que toutes ces patientes, elles ont une fragilité chromosomique qui nécessite une surveillance tout au long de la vie. Par contre, il y a plus de 60% des patientes pour lesquelles la cause génétique démontre qu'il n'y a pas initialement d'altération de la réserve ovarienne. Donc, c'est très important de le savoir. Il faudra faire une préservation urgente de la fertilité pour éviter l'atrésie folliculaire rapide du fait des thérapies innovantes qu'il y a dans le futur. Donc, vous voyez comment, finalement,
grâce à la génétique, on va pouvoir avoir une médecine personnalisée pour ces IOP. Et donc, je voudrais remercier donc tous les collaborateurs, que ce soit en France ou à l'étranger, qui nous ont permis de réaliser ce travail. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Masrahi. Je crois qu'on ne va pas prendre de questions. On va prendre les questions juste après la présentation du professeur Hamama. Donc, vous avez 20 minutes et on va prendre 10 minutes de questions. 15 minutes. D'accord. 15 minutes.